Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alain Soral qui fait son grand retour sur GPTV et il va aborder tous les thèmes de l'actualité dans un entretien de plus de 3 heures. Mais aujourd'hui, nous allons revenir et parler de la mort de Charlie Kirk. Alain Soral va nous donner sa version à lui et plusieurs éléments pour bien comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais juste avant de voir l'extrait, merci pour votre soutien face à la censure que je subis sur YouTube. Mais ça, il fallait s'y attendre. Donc, n'oubliez pas les j'aime, le partage, le boost, de vous abonner à la chaîne. Et pour ceux et celles qui le peuvent, vous avez ma code Tipeee. Tout est en description sous la vidéo. De toute façon, le 10 septembre, nous avons eu l'assassinat en direct lorsqu'il était en train de débattre sur un campus. Donc Charlie Kirk s'est pris une balle dans la gorge et est mort suite à ses blessures. Donc il était à l'université de la vallée de l'Utah lorsqu'il s'est pris cette balle, et d'ailleurs il était en train de débattre sur les tueries de masse par les transsexuels avant de recevoir sa mission. Donc il y a eu ensuite des enquêtes. Au bout de 33 heures, le FBI a réussi à trouver le principal suspect suite à des vidéos, qui s'appelle donc Tyler Robinson, un militant qui serait donc de gauche, qui vient d'un milieu à la base plutôt conservateur, traditionnel, avec un père ancien militaire, qui ensuite est petit à petit devenu un antifa et qui était même en couple avec un transgenre. Et on a pu retrouver sur les douilles des munitions différents messages qui allaient de Ciao Bella jusqu'à si tu lis ça, tu es gay. MDR, voilà, donc c'est des choses qui étaient marquées, et il a donc été arrêté. Déjà, Alain, première question, quel est ton ressenti par rapport à cet assassinat et sur le fait de voir une personne sur un campus assassinée? Si je pose cette question, c'est parce qu'on va pouvoir rebondir sur les différentes réactions assez hallucinantes que l'on a pu avoir dans le paysage de gauche américain, mais aussi dans le paysage français. Déjà, moi, j'ai pas un ressenti. J'étudie le dossier en profondeur. J'étais pas un fan de ce type-là parce que c'est typiquement un évangéliste, c'est-à-dire c'est un chrétien sioniste. Alors, c'était toute l'ambiguïté des types qui représentent la jeunesse trumpienne, tu vois, et en même temps qui restent sur une ligne qui les rapproche des néoconservateurs, puisque ce sont on va dire des judéo-chrétiens. Ça existe, les judéo-chrétiens, c'est eux. Chez nous, ça n'a pas de sens parce que c'est le judéo-christianisme, c'est l'essence du judéo-christianisme, c'est le protestantisme, et le protestantisme à l'américaine, l'évangélisme, etc. Mais nous, on est la fille aînée de l'Église, la sensibilité est catholique. C'est pour ça, quand on me dit qu'on parle du socle et de la profondeur judéo-chrétienne de la France, c'est complètement mensonger. La France, elle est helléno-chrétienne au mieux, ou elle est ce que De Gaulle en disait, mais il n'y a pas de judéo-christianisme français. Malheureusement, par contre, aux États-Unis, il est dominant, et c'est d'ailleurs ce qui fait que il n'y a pas que le lobby, on va dire juif sioniste qui pose problème aux États-Unis, mais il y a aussi cette énorme masse d'Américains nourris au biblisme protestant, et qui leur fait croire que, si on veut faire un peu de théologie politique, que la Bible leur impose de soutenir Israël, ce qui est complètement un raccourci complètement aberrant. Mais bon, c'est pas les Américains le peuple américain n'est pas un peuple très intellectuel, donc effectivement, Kirk était quelqu'un qui commençait à se dire que en réalité la Bible ne lui imposait pas de défendre inconditionnellement Israël. Il était en train de le réaliser. Et quand on étudie le dossier, on va sortir un gros texte là par Guyeno sur le site qui fait la synthèse de tout ce qu'on peut ramasser comme information. On était face à Kirk, face à un personnage très très important, parce que c'était le leader de la jeunesse de droite, le plus proche de Trump. Il incarnait le chef de file de la jeunesse universitaire trumpiste, avec comment dirais-je, un énorme auditoire, et il était financé par des associations juives sionistes depuis qui lui avaient permis d'aller avec des fonds comme toujours d'aller très haut, et c'était comment dirais-je, une des chevilles ouvrières qui faisait le lien entre Trump et les Israéliens, la jeunesse, et surtout qui menait un combat très radical et très courageux d'ailleurs sur les campus contre la mentalité de gauche, et qui marquait beaucoup de points. C'était le leader de la jeunesse étudiante de droite, mais elle n'était pas que de droite, elle était de droite trumpienne, sioniste. Et récemment, on a toutes les preuves de ses dernières interventions, il était de plus en plus en train de remettre en question
son lien au sionisme, son attachement au sionisme, et il commençait à dénoncer la puissance qui lui semblait de plus en plus néfaste du lobby juif aux États-Unis par sa puissance d'argent et la manière dont elle empêchait la libre pensée. Il était en train de se retourner en fait contre ses maîtres, et même d'ailleurs ses financiers. C'est pour ça que l'analyse la plus sérieuse qu'on peut faire en ce moment, c'est de se dire que Israël avait tout intérêt à l'éliminer, et surtout maintenant, parce qu'ils ont pu encore dire quand il a été éliminé qu'il a été éliminé par des gauchistes, hein. Alors qu'en fait, c'est pas cette question-là qui l'a mis en danger de mort, c'est qu'en fait, il incarnait ce que j'appelle moi la droite de demain qui a vocation à remplacer la droite néoconservatrice, c'est-à-dire une droite qui devient antisioniste, alors que le gros problème à venir pour Israël et la puissance juive, parce que c'est la même chose, c'est que traditionnellement aux États-Unis, les antisionistes, les pro-palestiniens sont les gauchistes, ce qui n'est pas dangereux, parce qu'en fait ils sont antisionistes par antiracisme de base, et ils sont tenus par Soros, donc ils sont très stériles. Mais le vrai danger, ça serait que les patriotes, sur une ligne, on va dire, néo-traditionnelle, les patriotes trumpiens, coupent avec Israël et se mettent à devenir non seulement antisionistes, mais à combattre l'influence délétère de la puissance juive sur la politique américaine en intérieure et politique étrangère. Donc là, Kirk était une bombe. Le tic-tac de la bombe était en train l'explosion de la bombe était imminente. D'ailleurs, il disait lui-même depuis quelque temps qu'il avait peur. Il disait que s'il allait jusqu'au bout de son combat, de sa transformation, c'était un type très jeune, hein, il avait 30 ans. Il était beaucoup plus bête que moi, hein, je rappelle. Hein, j'aurais pu le former. Hein. C'est ça qui est triste avec les Américains. Ils ont beaucoup de pognon, beaucoup de moyens, mais au niveau du niveau de formation intellectuelle, politique, eschatologique, philosophique, c'est des truffes. C'est pour ça que ils ont toujours eu du mal à lire mes livres comme Comprendre l'Empire ou Comprendre l'époque, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau en philosophie. Ils n'ont même pas souvent le niveau en histoire. Et c'est un peu dommage que on est beaucoup plus formés qu'eux en réalité. Et on pourrait leur expliquer, leur faire gagner du temps, mais malheureusement, il y a quand même, il y a un océan entre eux et nous, quoi. Mais le Kirk était en train de devenir soralien d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire. Alors, je vais me permettre pour contextualiser parce que, alors ça, c'est vrai que c'est une des pistes aussi qui est apparue rapidement et qui permet d'être un indicateur d'ailleurs d'un mouvement aux États-Unis qui est de plus en plus important, qui est porté par des personnalités comme Candace Owens, Carson, Ian Carroll, il y a aussi le jeune Nick Fuentes. Quand on parle de la jeunesse, on va dire que un peu la némésis de Charlie Kirk était justement Nick Fuentes qui refusait de débattre avec lui. C'est une théorie qui a certains fondements. C'est vrai qu'on a vu les tweets rapides de Netanyahou avant même l'annonce de Trump pour annoncer ses prières et ses condoléances. Ensuite, lorsque Benjamin Netanyahou est apparu en interview, il a immédiatement dit on n'a rien à voir là-dedans parce que c'est assez bizarre qu'ils cherchent à se justifier immédiatement. Et aussi, il faut rappeler que dans le contexte quand même géopolitique, suite aux tensions avec l'Iran, la société américaine est quand même de plus en plus critique du gouvernement de Netanyahou et on avait eu des sources, notamment par des sources israéliennes, et relayé aussi par des médias américains, que Trump aurait expliqué de manière très frontale et directe à Benjamin Netanyahu que la population américaine commençait à en avoir marre du sujet israélien et marre d'Israël. Donc il y a certes cette montée. Par contre, question simple, Alain, parce que là on parle d'un militant d'extrême gauche qui représente la communauté LGBT aux États-Unis. Est-ce qu'on ne sous-estimerait pas justement ce mouvement d'extrême gauche lorsqu'on se dirige immédiatement vers des thèses, même s'il y a des éléments sur le sujet israélien, est-ce qu'on ne sous-estime pas la colère et la capacité de nuisance, surtout lorsqu'on est aux États-Unis où il y a la possibilité d'avoir des armes? Oui et non, c'est que la colère gauchiste s'exprime de manière gauchiste. Là, on est face à un tireur d'élite à 200 mètres. On voit très bien que la construction de la mise à mort de Kirk ressemble beaucoup à l'assassinat à Kennedy, hein, qui rappelle d'ailleurs même le deuxième Kennedy. On nous a fait croire qu'il avait été assassiné par un Palestinien, je rappelle, Shiram, je sais plus quel est son nom là. Shiram, oui. Ouais, pour dire qu'en fait le frère Kennedy avait été assassiné par un Palestinien pour son soutien à Israël, alors qu'en fait c'était exactement le contraire, comme nous l'explique très bien Guyeno, hein. Et là évidemment les gauchistes sont insupportables, mais je pense que le modus operandi là est beaucoup plus un truc de c'est-à-dire une opération de haute volée. On voit vraiment le parallèle avec l'affaire Kennedy. Je rappelle que Lee Harvey Oswald était censé pour le bon peuple, est une sorte d'un agent soviétique et d'un agent cubain,
qui éliminait un président des États-Unis dans un contexte de guerre froide. Alors qu'on sait aujourd'hui, là, suffisamment de recul, que c'est un patsy, c'est-à-dire c'est un type qui était un petit agent des services américains, qui a été utilisé et qui devait être éliminé. Ils n'ont pas réussi à l'éliminer tout de suite et ils l'ont fait d'ailleurs éliminer en seconde main par un type qui s'appelle Rubinstein, hein, je rappelle, et qu'à chaque fois il y a l'ombre de Ben Gourion et d'Israël derrière l'assassinat de Kennedy, mais c'est toujours un assassinat perpétré par la puissance sioniste, mais de façon sûrement intelligente pour qu'on pense en fait que le type a été éliminé par les soviétiques, par les cubains. On en est toujours là avec l'affaire Kennedy. Hein. Et là, on voit une construction qui est à peu près la même. C'est-à-dire que on chope un gars déjà parce qu'il y a une espèce de type, je crois un juif ashkénaze de 71 ans, qui a fait en sorte qu'on croit que c'était lui le tireur, qui a fait perdre beaucoup de temps à la police pour laisser le temps à un type qui était sur les toits, qui était tout en noir et qui avait vraiment un profil de tireur d'élite de s'échapper. D'ailleurs, à un moment donné, on voit qu'il y a un avion qui avait éteint son transpondeur à quelques kilomètres pour décoller et partir je sais pas où, et que cet avion appartient à un cadre du mouvement Lubavitch, enfin des trucs assez bizarres. Et officiellement, c'est un gauchiste qui a abattu un type d'extrême droite dans une lutte finalement gauchiste extrême droite de campus, et parce que soi-disant Kirk était un sioniste d'extrême droite. Et puis quand on creuse, ça ressemble beaucoup plus à l'assassinat des deux frères Kennedy d'ailleurs, ou même d'ailleurs au World Trade Center, puisque la version officielle c'est que ce sont des islamistes radicaux qui ont fait tomber les tours. Et puis quand on creuse, on trouve des tas de pistes qui nous éloignent totalement de la possibilité de cette version-là et qui nous rapprochent une fois de plus, effectivement, de services qui ont les moyens de monter des opérations de cette complexité. L'affaire Charlie Kirk, il y a deux manières de la voir. Soit vous la voyez de manière factuelle. Nous avons affaire à un antifa, à un homme de gauche, qui sortait avec une transe. Et on connaît la folie et la violence de ce milieu qui ont décidé de mettre fin à Charlie Kirk. Vous avez l'autre billet, y voir Israël, parce que Charlie Kirk changeait complètement, et même Kenneth Owens, d'ailleurs dans son épisode Hommage, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne, dit qu'il traversait, qu'il était en train de changer. Et Soral en parle très bien. Du coup, y voir la main d'Israël de mettre fin à Charlie Kirk. En gros, sa mort est une manipulation. Le tir qui a été commis pour le tuer est beaucoup trop compliqué, c'est un tir d'élite. Donc ça ne peut pas être un mec lambda qui a pu le tuer. Donc derrière, il y a un complot. Nous avons en plus l'avion qui décolle et qui va déconnecter bien sûr son GPS, ce qui ne permet pas de l'identifier et de le suivre. Donc vous avez tous ces éléments-là à prendre en compte. Moi, je pense plutôt de cette gauche qui tue, de cette gauche totalement radicalisée et qui n'hésitera pas à nous éliminer. Je pars moins comme Soral sur le complot juif. Le problème avec Soral, c'est qu'on le sait, il a un billet et il voit généralement tout vers ce billet-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments qui peut nous aiguiller vers ça. Je dis juste qu'il faut rester pour l'instant prudent et qu'il faut que nous comprenions que la gauche en face de nous n'est pas une extrême gauche mais la gauche tout court et qu'elle est radicalisée. Charlie Kirk, il était surtout connu aux États-Unis. Donc éliminer juste un influenceur, un journaliste, un militant politique, pour Israël, je ne vois pas, même si il aurait changé totalement de ligne et il aurait commencé à taper lourdement sur eux, je ne vois pas en quoi serait abîmer l'image d'Israël ou leur politique extérieure. Je vois pas trop l'intérêt, même si avec eux, bon, ils sont quand même aptes à éliminer n'importe qui ou à bombarder n'importe quel pays sans aucune raison valable et en violant bien sûr tous les traités et toutes les souverainetés possibles. Je sais que pour beaucoup, c'est difficile de se dire que c'est la gauche, parce que ça nous ramènerait brutalement à une réalité qu'on n'aurait pas forcément envie de voir, et pour laquelle on n'est pas forcément prêt. Autre point, pour nous, les gens de gauche sont des décadents et des faibles, donc on ne les imagine pas en fait faire preuve de violence et de force, parce que consciemment ou inconsciemment, on s'imagine être plus fort, physiquement, être plus capable, mieux entraîné, plus sportif que ces gens-là. Ben moi je pense que c'est une grave erreur. Il ne faut jamais surestimer son ennemi. Il faut le prendre au sérieux
ils sont suffisamment nombreux, ils ont des ressources, et ils sont totalement tarés. Et eux, leur idéologie politique, c'est une idéologie de mort, qui est mortifère. Donc pour eux, c'est plus facile de franchir le cap. Alors que nous, en fait, on a une soif de vivre en paix, de vivre comme on a toujours vécu chez nous. Et ça joue vraiment c'est une grosse différence dans la psyché des personnes que nous avons en face de nous. Et c'est pour ça que eux sont plus capables de faire preuve de violence. À chaque fois, la gauche, quand il faut taper, quand il faut salir, quand il faut être violent, elle n'hésite pas. Donc je pense que c'est à nous de faire preuve de réalisme et d'arrêter de les voir seulement comme des abrutis et les prendre en considération, en compte, se tenir prêt, mais surtout faire attention. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas bien sûr, j'ai besoin plus que jamais de votre soutien, donc on s'abonne, le like, le partage, le boost de la vidéo, et pour ceux et celles qui veulent me soutenir, vous avez ma carte Tipeee juste en description sous la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.